Alors, bonjour à tous. Tout d'abord, merci à Hack2G2 pour l'invitation. Aujourd'hui, avec Mathieu, on va vous présenter ce qui était notre projet de dernière année à l'NCBS, donc on a réalisé il y a 1 an et demi. Et ce projet, c'est Azeralt Tracker. Le but du projet, c'était de centraliser des informations sur les serveurs de command control du malware Azeralt et de venir récupérer des statistiques d'infection sur ceux-ci. Et du coup, on va vous présenter tout le fonctionnement du projet. Donc dans l'équipe, donc moi c'est Docteur Stage, dans l'équipe j'étais manager du projet et j'ai fait du développement principalement pour les scripts qui vont venir communiquer avec les serveurs de command control. Donc on présentera juste après. Et donc moi, c'est Mathieu Bouboum. J'ai participé sur la conception de la solution et notamment sur l'infra. Ensuite, on a eu avec nous Zika et Elchebi, qui ont aussi participé à la conception et également en tant que développeurs sur certaines parties qu'on va vous présenter juste après. Donc au niveau du sommaire, on va commencer par une présentation d'Azeralt, qu'est-ce que c'est. Ensuite on partira sur l'architecture qu'on a mis en place pour le projet et on va venir détailler chacune des briques principales. Donc la partie feeds, comment on vient ingérer des nouveaux panels. La partie vérification, comment on s'assure que ce sont des vrais panels. Et enfin, comment on va venir récupérer des statistiques d'infection sur ces panels. Et enfin, on nous fera une petite démo. Donc, Azeralt, qu'est-ce que c'est? C'est un malware qui fait partie de la famille des stealers, c'est-à-dire que son but, c'est de venir voler des informations sur le poste de la victime. Donc le plus souvent, ça va être des identifiants, par exemple stockés dans les navigateurs, mais ça peut aussi venir télécharger certains fichiers. Il existe 3 versions majeures de Azeralt, donc 1, 2, 3, et maintenant les versions les plus utilisées, les plus courantes, c'est la version 3.2 et la version 3.3.1. C'est les versions qu'on suit avec le tracker. Et en 2019, donc lorsqu'on a commencé le projet, c'était le second malware stealer le plus utilisé. Notamment parce que il est gratuit, donc en fait à la base il était en vente sur des forums, et en fait il a assez rapidement leak, ce qui fait qu'il était assez facilement disponible et donc il était beaucoup utilisé. Et une de ses spécificités, c'est que son serveur de command control, c'est un C2 web, donc avec des fichiers PHP. L'architecture de son C2, ça correspond à ça. Donc c'est en 2 parties. On a la première partie avec l'index.php qui correspond en fait à la gate. Donc ce qu'on appelle la gate, c'est l'endpoint que les victimes vont taper pour récupérer la configuration du malware et uploader les fichiers ou les informations volées. Et ensuite la seconde partie, donc ça se trouve dans le dossier panel, c'est en fait l'espace d'administration du serveur du command control, donc qui va permettre à l'administrateur de visualiser les logs des victimes et de modifier la configuration. Si on rentre un petit peu plus en détail dans ce dossier panel, on retrouve un premier fichier qui s'appelle admin.php, qui est la page d'authentification, et une fois authentifié, de visualiser les logs et de faire les modifs de configuration. Configuration qui est stockée dans un fichier JSON, donc qui est décomposé en 3 parties. On a la première partie à gauche sur qu'est-ce que l'implant Azeralt doit récupérer sur le poste de la victime. Donc est-ce qu'il va venir récupérer les mots de passe sauvegardés dans les navigateurs? Est-ce qu'il va venir récupérer l'historique? Est-ce qu'il va prendre un screenshot, etc. Ensuite, on a la partie centrale qui s'appelle File Grabbers. En fait, Azeralt a la capacité de venir voler des fichiers sur le disque de la victime. Et donc, via cette configuration-là, l'opérateur va pouvoir indiquer moi, je veux que sur les postes des victimes, je récupère tous les fichiers TXT qui se trouvent sur le bureau. Et on a enfin la dernière partie à droite
la partie loader. Donc en fait, c'est la partie second stage, parce que le malware Azerult, il a aussi la capacité d'exécuter une seconde charge après avoir volé des informations sur le poste. Et donc l'opérateur, dans la configuration, il indique des URL. Et chez les victimes, les fichiers qui sont présents sur les URL sont téléchargés et exécutés. Ça, c'était pour le fichier config.json. Et on a un dernier fichier intéressant qui s'appelle links.txt et qui correspond au nom de domaine que cible particulièrement l'opérateur. Donc là, dans cet exemple-là, on a beaucoup de noms de domaine qui sont liés au monde de la crypto-monnaie. Et donc, ça nous donne une indication sur le ciblage, parce que du coup, on sait que l'opérateur, il est principalement intéressé par les identifiants qui concernent ces sites. Et on a le fichier très intéressant qui s'appelle guest.php, qui sans authentification, donc on n'a pas besoin de passer par l'authentification d'admin.php, on récupère des statistiques sur les infections. Donc ça va de dans quel pays se trouvent les victimes à combien de mots de passe on a récupéré dans Chrome, Firefox et compagnie. Et donc c'est grâce à cette page-là non authentifiée que nous, on va pouvoir faire du monitoring sur les panels, pouvoir visualiser l'évolution des campagnes et des victimes. On va donc maintenant passer à la présentation du tracker lui-même. Donc on va commencer par l'architecture. Tu peux passer la slide. Donc on a identifié plusieurs briques en fait dont on allait avoir besoin pour le développement du tracker. Tout d'abord, un moyen de récupérer automatiquement des URL de panels Azerult. Donc on a développé un script pour ça. Également un moyen d'identifier les panels Azerult, donc que ce soit bien des panels et que les URL qu'on a en entrée, ce soit pas autre chose. Et ce script, il vérifie également la version du panel Azerult. Ensuite, un moyen de scanner donc quotidiennement les panels donc pour récupérer les divers fichiers que Florian vous a montré juste avant, et notamment guest.php pour faire un suivi de l'évolution dans le temps de l'infection des victimes. Ensuite, une API pour query nos données et également la partie interface web donc, qui est visible sur le site Azerult Tracker. Donc qui en fait utilise tout simplement l'API, c'est juste un moyen visuel plus facile d'avoir les données en un coup d'œil. Et donc toutes ces données sont elles sont ouvertes, donc l'API, il n'y a pas d'authentification, il n'y a pas de limitation. Vous pouvez d'ailleurs jouer avec, c'est fait pour ça. Et donc également une solution d'anonymisation des données, non pas des données, pardon, des requêtes qui sont faites par les différents scripts lorsqu'on va communiquer avec les panels. Donc voilà l'architecture sous forme de schéma. Donc en fait, c'est une architecture qui s'apparente à une architecture en microservices. On peut voir qu'il y a différents services qu'on a identifiés par des noms, tout simplement parce que c'était plus facile pour nous de communiquer autour en interne. Donc on voit Azofeed, Azocheck, Monitorult et Azostat. Donc comment ça va se passer niveau workflow? Tout d'abord, on va commencer par la gauche avec Azofeed. Azofeed, c'est la partie qui va nous permettre régulièrement de récupérer des URL depuis différents feeds. Une fois qu'Azofeed récupère des URL, en fait, il va les envoyer dans une queue. Donc en fait, on utilise RabbitMQ en tant que broker pour communiquer entre certains services. Donc Azofeed, il va envoyer les URL, il va les donner à manger à Azocheck. Azocheck, il va donc se charger d'identifier le panel. Donc est-ce que c'est bien un panel Azerult, quelle est sa version, également récupérer certaines informations. Ensuite, on a tout un cycle sur la droite. Donc ça, c'est ce qui est exécuté quasi quotidiennement et qui nous permet de monitorer les panels. Donc en fait, on a Monitorult qui va tout simplement, c'est assez simple, il récupère des URL dans la base de données.
il les donne à Azostat. Azostat, il va aller communiquer avec le panel pour essayer de récupérer des statistiques et d'autres informations sur les panels. Donc comme on peut voir sur le schéma, Azocheck et Azostat, c'est les deux services qui sont en communication directe en fait avec les panels, donc c'est pour ça qu'ils vont passer par un proxy Tor. Ensuite, côté visible, donc ce qui est assez accessible depuis l'extérieur, c'est l'API et le site web. Devant ces deux-là, il y a un reverse proxy Nginx et encore devant, en fait, on a mis Cloudflare. Le tout, c'est sur un VPS OVH pour le moment. Et côté dev, DevOps, on utilise GitLab CI pour le déploiement continu. Et comme solution d'infrastructure as code, on utilise Ansible. On va maintenant faire un focus un peu plus précis sur chacun des services qui composent l'architecture. Donc on va commencer par le premier service. Tu peux passer le slide. Qui est Azofit, qui vient en fait régulièrement crawler des URL de panels depuis différents feeds. Donc en fait, on a plusieurs types de feeders. En général, ça va être plutôt des API, mais on peut aussi faire du scraping web. Et en fait, on va avoir des feeders qui vont s'exécuter environ toutes les 30 minutes. On a aussi Twitter, par exemple, qui va aller essayer de récupérer des URL en écoutant sur le hashtag Azeralt. En sachant que parfois, c'est pas forcément des URL qu'on va récupérer, ça peut être des hashes. Cependant, nous, on sait que traiter des URL. Donc, ce qu'on va faire si on a un hash, c'est qu'on va essayer de pivoter avec VirusTotal. Donc ça, c'était toute la partie automatisée du projet. Donc notre but, c'était que le projet puisse être autonome et que nous, on n'ait pas de nécessité de faire des investigations tout le temps pour que le projet puisse continuer. Par contre, on a une partie qui est tout de même pas négligeable, qui correspond à peu près à 40% des panels qu'on suit, qui ont été trouvés manuellement. Et donc, je vais vous présenter deux pivots assez simples en exemple. Donc dans ce cas-là, imaginons qu'on a un feed automatisé qui va nous remonter un panel. Et en fait, en se baladant sur l'arborescence du site web, on va pouvoir trouver comme ici un directory listing et se rendre compte qu'il n'y a pas seulement un panel sur ce serveur web, mais en fait, il y en a 5 ou 6. Et du coup, ça nous permet de faire des pivots simples pour ajouter des nouveaux C2 à la base. Ensuite, on a un autre pivot sur les builders Azerult en ligne. En fait, à plusieurs reprises, on est tombé sur des solutions qui permettaient de build des implants Azerult en ligne où donc on a un petit formulaire qu'on a à gauche, on indique le serveur de command control, donc avec le index.php qui correspond à la gate, et le type d'implant qu'on veut récupérer, donc un exécutable ou une DLL. Et il se trouve que sur plusieurs de ces builders, il y avait du directory listing dans le dossier download et ça nous donnait accès en fait au fichier zip de tous les implants qui étaient générés. Et dans ces zip, il y a un fichier link.txt qui contient directement l'adresse du C2. Donc il n'y a pas besoin de faire de reverse sur l'exécutable pour récupérer le C2 ou le lancer dans des sandbox. Et du coup, ça nous a permis de récupérer aussi des gros batchs de C2. Donc voilà pour la partie feeder. On va maintenant passer à la partie vérification de panel. Hop, je peux montrer l'architecture. Donc en fait, c'est tout simplement la brique suivante. En point d'entrée, on va avoir Azofeed. Et la partie qui est juste après, c'est Azocheck. On va regarder un petit peu plus en détail. Donc ce service-là, il a plusieurs rôles. Un premier rôle, ça va être de récupérer des premières informations statiques sur le panel. Donc en fait, c'est des informations que nous, on considère qui ne devraient pas varier dans le temps, notamment le panel path, sous lequel on retrouve la page guest.php, la config du malware et links.txt. La version du panel qui, normalement, il n'y a pas de raison que ça change. Le domaine, le TLD. Et également une information, c'est l'adresse IP que, pour simplifier les choses, on a considéré qu'elle ne variait pas. Et en pratique, c'est très rare que l'adresse IP des panels varie.
Donc associé à IP, forcément la S et le country. Alors ensuite, 2e rôle, identification des panels. Donc en fait, pour faire ça, on se fait passer pour une victime et on a réimplémenté en back-end le protocole de communication, qu'a une victime avec la gate index.php. Donc c'est en fait, c'est les communications, elles sont chiffrées avec, un XOR tout simple, avec une clé de 3 octets. Il faut savoir qu'en fonction des versions des panels, donc là, c'est les 2 versions majeures que nous on va traquer, c'est 3.2 et 3.3.1. Cette clé, elle est par défaut dans les panels, et c'est une clé qui est différente en fonction des 2 versions. Donc comment on procède? On essaie de communiquer avec la gate, en utilisant une de ces 2 clés pour chiffrer les communications. Si jamais la clé elle est bonne, le C2 il va nous renvoyer, sa config et sinon il va nous renvoyer une page blanche. Voilà, donc c'est comme ça qu'on arrive à identifier, si c'est bien un panel et également, récupérer sa config sur le même coup. Maintenant, on va passer à l'espace d'administration. Donc nous, on l'appelle panel PAF. Donc, par défaut, c'est le dossier panel que je vous ai présenté au début. Et il se trouve que dans 33% des cas, il n'est pas à sa valeur par défaut, donc parce qu'il est configurable. Et donc ça nous pose certains problèmes, notamment si on n'a pas le panel PAF, eh bien on ne peut pas aller récupérer les statistiques dans le dossier guest.php. Et donc du coup on perd pas mal d'informations. Et du coup il a fallu trouver des méthodes pour réussir à identifier ce panel PAF. Pour ça, on s'est plongé dans le code PHP de la gate, et notamment au moment où la victime envoie ses données au serveur de command control. Les données vont être stockées dans un zip côté serveur. Et le nom de fichier du zip, il est généré comme suit. Donc il y a une concaténation de variables, dont une variable info0 que nous, en fait, on peut contrôler lorsqu'on se fait passer pour une victime. Une fois qu'il a généré le nom du fichier, du coup ça passe à la fonction write2file. Et là, il va écrire le fichier pas n'importe où, il va l'écrire dans le dossier panel.paf, donc dans le dossier qui correspond à l'espace d'administration. Cette fonction, elle est toute simple. Il y a seulement un fopen, un fwrite et un fclose, donc il n'y a aucune vérification. Et il se trouve que sous Linux, sous Windows également, il y a une limitation de nombre de caractères pour un fichier. Sous Linux, elle est à 255 caractères. Et comme on contrôle la variable info0, on va pouvoir mettre une chaîne de grande taille afin qu'il y ait une erreur lors de l'écriture du fichier. Comme on peut voir ici, où en fait, si les erreurs PHP sont affichées, eh ben, on a un beau petit message qui nous dit c'est pas possible, ton nom de fichier il est trop long. Et ce qui est intéressant, c'est que comme ça va écrire le fichier dans le dossier panel.paf, en fait, ça le leak dans l'erreur. Donc ça nous permet d'identifier dans certains cas les panel.paf, mais c'est une primitive importante, c'est qu'il faut que les erreurs PHP soient affichées sur le serveur web. Et par chance, il y a pas mal d'hébergeurs web gratuits où elles sont activées par défaut, ou alors sur des installations de XAMPP par exemple. Et donc ça nous a permis chez certains des hébergeurs d'identifier tous les panels PAF. Et une fois qu'on a identifié le panel PAF, il faut quand même faire une vérification. Et pour ça, on va aller lire le fichier config.json qui est dans le panel PAF, et on va vérifier si ça correspond bien à une configuration d'Azerult. Une autre méthode assez sympa sur laquelle on est tombé pour identifier le panel PAF, c'était un C2 qui avait l'endpoint server status exposé. Donc l'endpoint server status, c'est un endpoint qui est propre à Apache, qui est activé par défaut, et par contre qui est accessible seulement depuis localhost. Et sur cet endpoint-là, en fait, on a les logs Apache HTTP en quasi temps réel. Donc on va pouvoir refresh la page et voir toutes les requêtes qui sont effectuées sur le serveur web. Et du coup, en monitorant cette page,
on va retrouver, on le voit en bas à droite, un utilisateur qui a fait des requêtes vers le fichier guest.php et admin.php, qui sont donc contenus dans le panel PAF, donc ce qui a permis de le leak. Alors pour que ça soit possible, ça veut dire qu'il y avait une configuration particulière du côté du serveur de command control, parce que normalement la endpoint est seulement accessible depuis localhost, donc il devait sûrement y avoir un système de proxy en place. Ok, on va maintenant passer à la partie monitoring des panels. Ok, donc pour rappel, c'est le cycle qui est sur la droite du schéma. On va monitorer quotidiennement quasiment les panels. Donc pour faire ça, Monitor.Alt, le premier service, va aller pouler en base de données des panels qui n'ont pas été scannés depuis un certain nombre de temps. Ça va être 12 heures pour les panels qui sont online, donc on scanne 2 fois par jour. Et pour les panels offline, c'est 48 heures. Tout simplement, on va continuer à scanner les panels même s'ils sont offline, parce que ça peut arriver qu'au moment où on les scanne, pour X raisons, ils soient down et qu'ils soient up de nouveau après, que ce soit quelques heures ou quelques mois après. Ça peut arriver qu'un panel qui est down soit up de nouveau plus tard, que ce soit avec une nouvelle installation de Azeralt ou une installation déjà existante. Donc ensuite, une fois qu'on a ces URL, on va passer par Azostat, que je vais vous présenter juste après. Ok, donc Azostat, il va récupérer les fichiers qui sont sous le panel PAF, c'est-à-dire guest.php, config.json et links.txt. Guest.php pour récupérer les statistiques des infections, donc dans quel software on a volé des mots de passe, quels pays ont été ciblés, etc. Config.json qui contient la config du malware et notamment les loaders, et links.txt qui contient les favoris qui sont sur l'interface admin du panel. Cependant, il faut quand même noter que ces fichiers-là, on peut y accéder que si on connaît le panel PAF. Donc dans les 33% où on n'a pas le panel PAF, malheureusement, on ne va pas pouvoir récupérer ces fichiers. On a quand même une solution pour récupérer la config, ça va être de passer par la get index.php parce que, comme expliqué juste avant, quand on communique avec le sitou, il va nous renvoyer sa config. Donc c'est quand même une information qu'on est capable de récupérer, même si on n'a pas forcément accès au sous-dossier panel. Ensuite, un point important qu'on a dû prendre en compte pour ne pas fausser nos données, c'est que sur certaines versions des panels Azeralt, il y a une vulnérabilité. Et du point de vue d'un attaquant, quand l'attaquant il va exploiter cette vulnérabilité, on va se retrouver avec des données inconsistantes sur la page guest.php qui peut complètement fausser les statistiques. Donc en fait, cette vulnérabilité, c'est une SQLI. Et quand on va exploiter la SQLI, on va retrouver dans la colonne soft qu'on voit sur le screenshot un chemin en fait, qui est décomposé sur plusieurs lignes. Et c'est un chemin vers un dossier dans le panel avec un nom de fichier qui permet de télécharger un zip. Et ce zip, en fait, c'est le zip qui est uploadé par la victime et qui contient toutes ces informations, que ce soit identifiant ou autre. Ouais, donc c'est toutes les informations volées. Donc en fait, nous, ce qu'on va faire simplement pour essayer de détecter s'il y a une SQLI qui a été exploitée ou pas, c'est qu'on regarde si sur une des colonnes, il y a le V33 ou V32 en fonction de la version du panel qui est présente. Et si c'est le cas, en base de données, on va setter un flag hacked, donc on peut retrouver quand on query API. Et également sur les pages du panel qu'on va vous montrer juste après, sur certaines, on peut voir un petit flag rouge en haut où c'est marqué hacked. On va pouvoir passer à la démo en espérant que tout fonctionne comme prévu. Alors, est-ce que vous avez le visuel sur le... Oui, c'est bon. Sur le tracker. Ok, parfait. Donc du coup, ça c'est la page principale du projet, donc sur azeraltracker.net, qui comprend des informations générales sur les différents panels qu'on suit. Donc on va retrouver l'adresse de la gate, le nombre de victimes, le pays le plus ciblé, la version du panel. Et du coup, vous remarquez qu'on n'a pas les statistiques pour tous les panels.
c'est parce que, comme on l'a dit précédemment, on peut avoir les statistiques des victimes seulement lorsqu'on a le panel PAF. Ensuite, on peut aller voir les statistiques d'un panel en particulier. Donc en haut, on retrouve son statut, s'il est en ligne ou pas, et s'il a été hacké. Donc là, c'est le cas. Et on retrouve les chiffres importants, les chiffres importants en haut, c'est-à-dire le nombre de victimes, le nombre total de mots de passe qui ont été volés chez elle, et les 3 pays les plus ciblés. À gauche, on va retrouver toutes les informations qui concernent le serveur de command control, également le feeder, donc la source depuis laquelle on a récupéré ce panel, et la date d'ajout dans la base et la date de dernier scan. À droite, comme on vient monitorer, comme l'a dit Mathieu, plusieurs fois par jour les statistiques d'infection, ça nous donne un beau graphe, on voit l'évolution. Donc là, on va pouvoir par exemple filtrer par pays. Donc je vais filtrer par exemple sur la Russie. Et donc on voit qu'autour du 28 mai, on a eu une grosse campagne, là ça ciblait la Russie, donc avec 130 victimes. Et qu'ensuite, par contre, après cette date, il semble y avoir une campagne moins importante, parce qu'on arrive à une vingtaine de victimes sur le Canada. Un coup d'œil, on peut essayer de regarder s'il y avait des attaques ciblées sur des zones géographiques particulières. Ensuite, dans les 3 parties du dessous, on va retrouver les informations qui correspondent au fichier config.json, donc avec quel type de données on va venir voler sur la machine de la victime, donc dans la partie settings. Ensuite, on retrouve les loaders, donc on récupère les URL des second stage, et ce qu'on fait, c'est qu'on va automatiquement les télécharger et on les envoie sur VirusTotal. Et en dessous, on a les files grabber. Donc là, dans cet exemple, l'opérateur il souhaite récupérer les fichiers TXT et les fichiers docx qui sont présents sur le bureau de la victime. On a ensuite le fichier links.txt. Donc là, cet opérateur il est principalement intéressé par les comptes PayPal. Et ensuite, on a le nombre de mots de passe qui ont été volés dans chacun des navigateurs. Et enfin, on retrouve quelques statistiques générales sur les postes infectés. Donc ça, c'était l'interface pour un panel en particulier, mais on a aussi une page de stats plus globale. Donc sur celle-ci, on va retrouver tout en haut également les grands chiffres, donc avec le nombre de panels qu'on traque, donc 1400 depuis 1 an et demi du coup. Le nombre de victimes, donc 400 000, sachant que comme on a une visibilité limitée sur les panels, donc on a 30% où on ne récupère pas les victimes, cette valeur elle est plus élevée. Et également du coup le nombre de mots de passe totaux qui ont été volés, donc 7,5 millions, toujours avec une visibilité un peu limitée. Ensuite, on retrouve le faible nombre de panels qui sont encore en ligne, donc actuellement 14, et le nombre de panels qu'on a identifiés via chaque feeder, et les versions utilisées. Ensuite, on retrouve les panels, les AS qui sont le plus utilisés par les serveurs de command control, et on retrouve notamment plusieurs hébergeurs web gratuits, donc Hostinger, Sprint Host et Beget en bas, donc qui sont beaucoup utilisés. Et en dessous, on retrouve notre petite Pew Map. Dans la première partie, on retrouve la localisation des victimes, donc avec le top 1 qui est aux États-Unis, et ensuite on a l'Allemagne et la Russie qui sont à égalité. Et vous remarquerez que en fait tous les pays ont des victimes, et des fois ça peut être un peu étonnant. Par exemple 800 victimes au Tchad. En fait, il se trouve il y a des gens qui s'amusent à envoyer des fausses informations vers les serveurs de command control pour essayer de brouiller les opérateurs. Et malheureusement, nous, on ne peut pas discerner les vraies victimes de fausses victimes. Donc on est obligé de les prendre en compte.
Ensuite, on retrouve la localisation des serveurs de command control. Et donc là, ils sont les États-Unis toujours top 1. Donc la majorité des serveurs sont chez eux. Alors ça peut s'expliquer notamment par les hébergeurs gratuits qui sont très utilisés et qui sont principalement situés aux États-Unis. On va retourner sur les slides et maintenant Mathieu va vous présenter la partie sur l'API. Donc le site web, c'était que la partie vive du projet. En fait, toutes les données qu'on récolte, elles sont forcément soumises à l'interprétation de la personne qui les traite, donc en l'occurrence, nous, pour le coup. Et il y a toujours une part de subjectivité, même si elle n'est pas voulue, lorsqu'on va représenter des données visuellement. Sur le site web, en fait, on a représenté des données qui nous semblaient, d'une façon qui nous semblait à nous, sur le moment, pertinente. Cependant, dans un autre contexte et pour une autre personne, on pourra avoir un autre point de vue et vouloir utiliser les données d'une manière différente. C'est pourquoi, si vous voulez explorer par vous-même les données, on vous incite vraiment à aller jouer un petit peu avec l'API. On n'a pas mis de limitation en place dessus et on compte pas en mettre à l'avenir. Donc l'API qui est d'ailleurs pas mal utilisée, notamment par des pfSense, on voit ça dans les logs. Et pour la documentation de l'API, vous pouvez aller dans la section API sur le site ou directement sur Slashdog. La présentation du projet touche à sa fin. Donc merci à vous pour votre écoute et si vous avez des questions, ce sera avec plaisir. Hop, ok. Merci beaucoup pour la présentation. J'essaie de regarder s'il y a eu des questions, mais a priori non. On sait que tout était très clair du coup. C'était parfait, c'est sûrement ça. Si. Une question de Utaro. Est-ce que les serveurs C2 sont reportés aux autorités? Alors non, nous on fait pas on reporte pas aux autorités. Cependant, on sait qu'il y a certains CERT qui nous utilisent comme source. Et il y a par exemple le CERT ça devait être Singapour, je crois, qui avait fait un tour et dans la semaine, tous les C2 chez eux avaient été down. Donc nous, on le fait pas de notre côté, mais on sait qu'il y a des gens qui nous utilisent. Ouais. Alors, pour la question sur les problèmes avec la simulation de machines infectées, non, pas du tout. On n'a pas eu de soucis. En fait, on fait pas d'émulation de sandboxing ou quoi avec les samples. On n'a pas besoin des implants pour créer de fausses victimes. C'est juste qu'on met des informations aléatoires dedans. Mais du coup, ça ajoute une victime lorsqu'on fait la première passe avec la brique AzoCheck. Oui, pas de problème au niveau de la communication avec les sites. Peut-être juste un point à noter, c'est qu'on va passer par Tor pour les communications. Et si certains sites sont par exemple derrière Cloudflare ou d'autres reverse proxy, c'est possible qu'on soit bloqué, qu'on n'arrive pas à communiquer du coup avec les panels. Ok. J'espère que c'était une bonne réponse pour Maître Scribe. Ok, il y a encore une question. Et vous gardez une victime par C2 ou vous en créez une à chaque fois. En fait, c'est complètement stateless, c'est-à-dire que ça va être juste en Python, on fait une requête en Python. On fait une requête en Python avec les données, c'est du HTTP en fait. C'est du HTTP avec les données qui sont chiffrées par un XOR. Mais du coup, on est... En fait, quand on va venir créer une victime sans sert de command control, la principale utilité, c'est de vérifier la version. Et du coup, ça, on le réalise qu'une seule fois par panel dans la brique AzoCheck. Et on le réitère pas dans la brique Azostat. En fait, dans Azostat, quand on n'a pas la partie panel path, donc on ne peut pas aller récupérer les fichiers directement dans le /panel,
on doit se faire passer pour une victime pour récupérer la configuration, mais on va pas au bout du processus. Donc en fait, on fait seulement la première étape où on vient récupérer la configuration, mais on renvoie pas ensuite des données volées. Et donc, en fait, ça incrémente pas le nombre de victimes sur le panel. Ok. Je sais pas si c'est bon niveau question. Moi j'en avais une, du coup je vais en profiter pour la poser. Est-ce que vous avez déjà réfléchi à rendre l'outil un peu plus modulaire pour d'autres malwares, d'autres samples ou pas? Ou est-ce que Alors du coup, un petit peu, le choix de l'architecture, il s'était fait un peu dans cette idée-là, en microservices où tout est assez modulaire. Après, il y a des particularités qu'on a du coup sur la récupération des stats, le modèle de données qui est utilisé pour stocker toutes les informations, qui est assez spécifique. Mais par contre, toute la pipeline, elle pourrait être adaptée pour une autre famille. Ouais.